Alors, on est comme un petit peu désynchro, là, mais vous allez voir, ça va bien aller. Donc, on poursuit notre réflexion. Hein. Comme on l'a vu ce matin, on a vraiment réfléchi à la notion de loyauté multiple, hein, les multiples chapeaux parfois qu'on porte dans notre carrière ou dans nos fonctions, du moins. Par la suite, on a été sensibilisés à la politique qui nous a été présentée par Thierry Bourgeois, du transfert technologique. Et cet après-midi, maintenant, on va faire un débat sur l'indépendance intellectuelle, comment la préserver, etc. Et je vais laisser Thierry Giasson, qui est professeur au département des sciences politiques, spécialisé au niveau de la communication politique, présenter les panélistes et en même temps les grandes directives là, qui ont été données pour animer ce débat. Alors, bonne écoute. Préparez vos questions. Vous avez une belle brochette d'invités. Ben oui, merci beaucoup, Lise. Quand ma patronne, m'a proposé d'animer cette table ronde-là, les noms des participants n'étaient pas encore complètement fixés, mais je trouvais que la thématique était super captivante quand on est scientifique, quand on fait de la recherche, la notion d'indépendance, de liberté académique, d'indépendance scientifique, c'est très important pour nous, puis ça s'inscrit dans nos activités au quotidien, mais on n'y réfléchit pas nécessairement toujours longuement. Et d'avoir l'opportunité de pouvoir passer 1h30 en fin de session, en plein milieu de toutes mes corrections, je me suis dit que ça serait un beau moment à mobiliser. Quand j'ai vu la composition de la table, je me suis dit qu'on allait passer un très, très beau moment. D'une part parce qu'on a des gens qui viennent de tous les milieux scientifiques, des gens qui, dans leur parcours scientifique, sont à différentes étapes. On a des chercheurs juniors, on a des chercheurs qui sont au zénith de leur carrière. On a des gens de toutes les disciplines de l'Est, de l'Ouest du campus. Ça va être fascinant. Des gens qui approchent la recherche aussi avec différentes méthodes, différentes approches méthodologiques et donc différents défis, je pense, qui sont liés à l'éthique et leur présentation aujourd'hui vont vous en présenter un certain nombre de ces défis-là. Je vais vous les présenter par ordre alphabétique. On va commencer tout au bout de la table avec Yvon Cormier, qui est professeur émérite de la Faculté de médecine, où il a occupé de nombreuses fonctions, notamment celle de vice-doyen à la recherche et aux études supérieures. Il est bien connu du milieu de la santé puisqu'il a dirigé pendant plusieurs années le Centre de recherche de l'hôpital Laval, de même que le réseau de recherche du FRSQ en santé respiratoire. Il m'a peut-être vu prendre ma petite pompe tout à l'heure. Donc, c'est un grand chercheur en maladies respiratoires. On est très, très, très heureux de l'avoir ici. Il possède donc une très longue expérience en recherche et il préside actuellement, et c'est la raison pour laquelle il est là aujourd'hui, le comité sur l'indépendance intellectuelle de la Faculté de médecine. Je vais vous résumer sommairement ce dont il va vous parler un peu plus longuement tout à l'heure. Mais consciente des enjeux d'indépendance universitaire liés au financement externe de la recherche, la Faculté de médecine de l'Université Laval a élaboré en 2015 une politique de l'éthique, du professionnalisme et de l'indépendance intellectuelle. Pour promouvoir et encadrer les relations entre les chercheurs, les enseignants, les cliniciens, les étudiants avec les partenaires financiers externes, il y a un comité donc, de l'indépendance intellectuelle qui a été formé. Le mandat du comité n'est pas de bloquer les ententes de financement avec les partenaires externes, bien au contraire, vous l'aurez compris, mais plutôt d'aider les membres de la faculté à les gérer de manière responsable. Et donc, la présentation de M. Cormier tout à l'heure va porter sur les enjeux éthiques que doit concilier le comité qu'il préside. Ensuite, nous avons Michèle Laveluy, qui est au centre, qui est professeur titulaire au département d'anthropologie et qui est membre du Centre interuniversitaire d'études et de recherche autochtones. Elle s'intéresse à la sociolinguistique et à l'anthropologie du langage au Québec et hors Québec. Elle s'intéresse notamment au Nunavut et aussi aux enjeux langagiers en milieu de travail. Et certaines de ses recherches se sont penchées spécifiquement sur les enjeux linguistiques dans la marine canadienne. Elle s'intéresse aussi aux franco-mobiles. Alors moi, j'ai découvert cette expression-là en lisant votre texte, mais j'ai compris qui étaient les franco-mobiles. Ce sont donc ces francophones qui se promènent à travers le Canada, en particulier ceux qui travaillent pour les grandes entreprises pétrolières, donc l'industrie du pétrole, de Caraquet à Fort McMurray en Alberta. Elle travaille présentement sur les émissions de radio devant public en France et au Québec. Alors, dans son domaine de spécialisation, qui sont donc les sciences sociales, l'anthropologie, les dynamiques langagières contemporaines, la recherche se fait presque exclusivement avec des sujets humains. Les anthropologues mènent leurs projets en collaboration avec les participants à leur recherche, souvent en partenariat avec les communautés où les recherches se déroulent.
autant auprès des institutions que des personnes avec qui les anthropologues vont travailler. Donc, dans le cadre de sa présentation, Mme Daveluy va aborder les enjeux propres à ce type de recherche, où les participants ont leur mot à dire tout au long du projet, que ce soit du début de la conception jusqu'à l'application de la recherche concrète en milieu. Dans de telles conditions, selon Mme Daveluy, elle va nous en parler un peu plus tout à l'heure, l'indépendance intellectuelle permet de maintenir l'équilibre entre les intérêts divers qui convergent dans un projet donné. Ensuite, on a Antoine Hamelin-Verret, qui mène depuis 2012 une recherche doctorale à la faculté de philosophie de l'Université Laval sur le rapport entre les institutions politico-économiques et la justice intergénérationnelle. Il poursuit ses recherches à l'Institut d'études appliquées de l'Université Laval, en co-tutelle avec l'Université catholique de Louvain en Belgique. Alors, outre son intérêt marqué pour les questions d'éthique économique et pour les théories délibératives de la démocratie, des choses qui m'intéressent aussi, il s'intéresse principalement aux deux problèmes d'extension en philosophie politique contemporaine, soit celui de la justice globale et celui de la justice intergénérationnelle. Alors, sa présentation va traiter de l'enjeu, et encore une fois, très, très, très intéressant. Je dirige beaucoup d'étudiants. Quand j'ai vu ça, j'ai fait captivant. Donc, la présentation de M. Hamelin-Verret va traiter de l'enjeu de l'indépendance intellectuelle de l'étudiant-chercheur vis-à-vis de son directeur ou de sa directrice de recherche. Il va nous parler de deux conceptions de cette problématique-là, soit le risque d'un manque d'encadrement ou, au contraire, le risque d'étouffement dans l'encadrement de la démarche de l'étudiant. Il va nous expliquer aussi pourquoi, selon lui, cette problématique est particulièrement saillante dans le domaine de la philosophie, étant donné que c'est une culture, et ce sont ses mots, il y a une culture adversative dans la discipline. Il va, pour essayer de nous amener à réfléchir peut-être un peu plus loin, il va nous parler du plan de collaboration, qui est un outil que l'université a mis en place de manière à pouvoir expliciter les attentes du directeur et de l'étudiant-chercheur. On a ensuite, juste à côté de moi, François Laviolette, qui est professeur titulaire au département d'informatique et de génie logiciel à l'Université Laval. Il a obtenu son doctorat en théorie des graphes à l'Université de Montréal en 1995. Depuis 12 ans, son principal axe de recherche est l'apprentissage automatique, ce qu'on appelle aussi le machine learning, et la bioinformatique. Alors, plus spécialement, il développe des algorithmes permettant de résoudre de nouveaux types de problèmes d'apprentissage, notamment des problèmes liés à la génomique et à la protéomique. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai répété plusieurs fois. C'est très mal sorti. Protéomique. Il est actuellement directeur du tout nouveau centre de recherche en données massives de l'Université Laval, le CRDM-UL. Alors, dans sa présentation, M. Laviolette va nous expliquer en quoi l'utilisation des données massives sur les êtres humains peut changer la donne sur la bonne conduite à suivre en matière de recherche. Ce que l'on appelle aujourd'hui le big data a le potentiel de donner une compréhension nettement plus fine et détaillée d'un écosystème à l'étude. Dans ce contexte, M. Laviolette va nous entretenir des possibilités que cette nouvelle réalité peut apporter à la recherche, et il y en a, mais aussi des défis éthiques qui s'y rattachent, des dérives possibles qu'il faut savoir éviter comme chercheur. Il sera ici question du compromis important à atteindre pour le chercheur entre le potentiel que les données massives peuvent amener à sa recherche et le droit à la vie privée et à la confidentialité des individus dont on collige les données. Et puis finalement, on va entendre une présentation de Diane Tapp, qui est infirmière et professeure adjointe à la faculté de sciences infirmières de notre université. Ses intérêts de recherche et d'enseignement portent entre autres sur l'approche palliative intégrée et sur les soins aux personnes en fin de vie, et ça dans différents contextes de soins. Plusieurs de ces projets de recherche qui s'intéressent au thème central des enjeux des pratiques éthiques en contexte de maladies chroniques et de fin de vie. Elle agit également à titre de consultante en soins infirmiers à la maison Michel Sarrazin et participe à divers comités, dont le comité de formation de l'Ordre régional des infirmières et infirmiers du Québec. Dans le cadre de sa présentation, Mme Tapp nous parlera d'une expérience qu'elle a vécue lors de sa recherche doctorale, mettant en évidence des enjeux d'intersubjectivité et de probité en recherche qualitative et qui interpelle, encore une fois, ce sont ces mots, la signification même de la notion de recherche éthique. Alors, c'est très captivant, c'est plein de mystères, on a très hâte de vous entendre. On vous avertit, tous et toutes, que vous avez 6 minutes au maximum pour faire votre présentation. Je serai un despote, parce que si on me le demande, je peux l'être. Donc, je serai un despote sur le temps. On me l'a demandé, je le sais. Pour nous permettre d'avoir davantage d'échanges. Alors, vous aurez à tour de rôle, et on va le faire dans l'ordre où je vous ai présenté, en commençant donc avec M. Cormier. Vous aurez 6 minutes. Lorsqu'il vous reste 2 minutes, je vous indique un petit 2 comme ça. Et lorsque c'est terminé, vous avez un F, vous avez 10 secondes pour arrêter. Ça devrait bien aller. Et puis,
Vous êtes prêts? On vous a averti, on m'a dit que vous aviez été avertis. Et puis ensuite, on va ouvrir la discussion entre nous. Je prendrai des notes, donc je pourrais peut-être vous présenter un certain nombre de questions, mais je pense que les gens qui sont ici auront de nombreuses questions à vous poser. Alors, M. Cormier, on vous écoute. Vous avez 6 minutes. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Oui. Écoutez, 6 minutes, pour moi, ça paraît très long. Je pense que je vais parler probablement 2 ou 3 minutes maximum. Alors, de 2 minutes, il faut oublier ça. L'enjeu de la recherche actuellement, moi, je parle, évidemment, ce que je parle maintenant, je parle de la faculté de médecine. Certains, ça ne s'applique peut-être pas à d'autres facultés, mais la recherche biomédicale, ça coûte très, très cher. Et les organismes subventionnaires, comme les IRSC actuellement, le taux de succès des demandes, c'est 10 %. Et quand on a de l'argent de l'IRSC, ce n'est pas des montants qui permettent de faire une recherche tout à l'heure. Donc, il y a un besoin de financement de recherche qui est là. Les chercheurs se cherchent partout pour trouver du financement. Ils vont en trouver, entre autres, aux IRSC s'ils sont assez bons, assez chanceux. Ensuite, il y a d'autres organismes à but non lucratif qui vont aussi donner un peu de coup de main à certains sujets, à certains domaines. Et après ça, il y a le gros bâton de fonds qui est disponible, c'est les industries pharmaceutiques surtout, ou l'équipement. Dans ce contexte-là, comment imaginer que l'indépendance intellectuelle peut survivre? Notre comité, qui s'appelle le comité de la faculté de médecine sur l'indépendance intellectuelle, a pour but de ne pas essayer de bloquer ces fonds qui sont essentiels, qui sont nécessaires, mais de les gérer de façon à préserver autant que possible une certaine indépendance intellectuelle. Mais au départ, j'aimerais faire un commentaire qui va peut-être pas plaire à bas du monde. L'indépendance intellectuelle est impossible. Total. Et je dirais même qu'elle est non souhaitable. Je vais expliquer un peu maintenant pourquoi j'ai dit ça. Impossible parce que les organismes qui donnent des sous, que ce soit la société via les IRSC ou d'autres organismes à but non lucratif, ont des objectifs précis. Il ne peut pas permettre à chercheurs de chercher sur quelque chose qui est absolument ésotérique, qui n'a pas rapport avec nos besoins sociaux, pour satisfaire ses besoins intellectuels personnels. Donc, il faut, à certains points, qu'ils soient encadrés pour pouvoir livrer une marchandise qui est acceptable. La seule façon on peut être indépendant intellectuellement, c'est si on est millionnaire ou multimillionnaire et on se paye soi-même sa recherche. Si on dépend des autres, on a un compte à rendre. Le payeur, souvent, il est aussi prenant de décision ce qui va être fait. Il ne faut pas s'illusionner de dire qu'on peut faire n'importe quoi. Quand j'ai commencé ma carrière en 1970, enfin, je ne l'ai pas, comme vous voyez, les CRM, qui étaient à ce moment-là l'équivalent de l'IRSC aujourd'hui, il n'y avait aucune directive. Si c'était scientifiquement bon, c'était accepté sur la science. Et personnellement, j'ai passé quelques années de ma vie à étudier la composition de l'air qui sort lorsqu'on respire. Au début, à la fin de l'inspiration, la composante des 3 gaz azote, CO2 et azote, et oxygène, varie avec le temps d'expiration. Et on peut même voir le battement cardiaque qui influence sur le gaz. C'était intéressant au point académique, c'était super intéressant, mais ça n'a aucune valeur sociale. Ça ne donne rien à personne. Donc maintenant, depuis que les IRSC ont établi maintenant certaines règles, quand on fait une demande aux IRSC, on doit démontrer la fin. On doit écrire un paragraphe qui dit à quoi ma recherche va servir aux gens des sociétés qui payent des taxes pour faire ma recherche. Donc si on me donne de l'argent pour faire de la recherche, on veut que j'aie quelque chose à répondre à la société. Ça me paraît essentiel et normal. Il reste quand même qu'il faut arriver à un certain moyen, un équilibre entre les deux, entre la liberté intellectuelle absolue et le contrôle total de sa liberté. Il faut arriver en mi-chemin. Le comité, un peu, c'est ça qu'il vise. Trouver une façon de prendre l'argent des autres, mais en respectant nos intérêts de recherche particuliers. Ces intérêts peuvent être variés, évidemment, mais souvent, les chercheurs, ça ne pose pas un problème. Si quelqu'un travaille sur un nouveau médicament, par exemple, c'est son intérêt personnel, c'est son intérêt intellectuel qui développe ça, et les IRSC vont le supporter. Donc, il n'a pas perdu son intérêt intellectuel en faisant de la recherche qui est payée par quelqu'un d'autre. Même les compagnies pharmaceutiques, ils vont aller voir un chercheur qui travaille sur un domaine particulier, par exemple sur le diabète. Ils vont lui dire, écoute, tu fais de la belle recherche sur le diabète, nous, on est prêts à subventionner ta recherche pour avancer plus vite ton évolution, mais évidemment, il y aura des conditions. Si tu trouves quelque chose, on veut en avoir moins des résultats. On veut avoir des profits éventuellement. Les compagnies pharmaceutiques ne font pas de cadeaux. Ils font des investissements. Mais ils n'investissent pas nécessairement quelqu'un pour lui dire, fais d'autres choses que tu aimes faire. Continue à faire ce que tu voulais faire et on verra là-dessus. 2 minutes? Parfait. Oui, alors, je ne vais pas prendre trop de temps. 1 minute 40. Je faisais signe moi-même. J'espère que... Regardez par ici un peu. Ça va lancer un peu d'idées, peut-être un peu osées, de dire que c'est essentiel qu'il y ait de l'intellectuel, mais ce n'est pas
c'est essentiel aussi qu'il y ait un contrôle de ce qu'on veut faire. Merci. Ben, merci beaucoup. Alors, Michel Laveluy, on vous écoute. Merci. Monsieur Giasson vous a annoncé qu'en anthropologie, on travaille presque exclusivement avec des sujets humains, mais je ne suis pas là pour prétendre que nous sommes les seuls à le faire. Il y a bien d'autres domaines où ça se fait aussi, mais c'est excessivement rare qu'un anthropologue puisse faire carrière sans établir des rapports significatifs avec les gens qui contribuent à la recherche et qui en bénéficient en principe. Alors, la pratique anthropologique fait, à cause de cette caractéristique-là, une très grande place au qualitatif. Le point de vue des personnes est au cœur de notre approche. Ce que les gens ont à dire sur une situation donnée constitue un élément clé de nos recherches. Obtenir des perspectives variées sur un sujet précis complique sans aucun doute les choses, mais cela permet l'émergence des perceptions locales, genrées, intergénérationnelles. L'approche est utile autant à l'ère de l'acceptabilité sociale des projets de développement que lors des périodes de restriction des moyens mis à disposition qui imposent des priorités dans l'allocation des fonds pour les recherches et les services à la population. Mais dans de telles conditions de recherche, c'est-à-dire que de telles conditions de recherche comportent quand même un certain élément de... J'ose plus utiliser le mot risque, là, mais c'est ce qui est écrit dans mon texte, de cooptation. Il y a une possibilité de cooptation qui est non négligeable quand on travaille dans de telles conditions. Il n'y a qu'un pas entre donner la parole à ceux et celles que l'on écoute peu habituellement et s'en faire les porte-paroles. Si l'anthropologie impliquée, voire militante, a eu ses heures de gloire, un positionnement critique est plus généralisé de nos jours. La donne a changé en partie parce que les participants à la recherche multiplient les rôles qu'ils y jouent. On a parlé de loyauté multiple là, ce matin, si bien qu'on se retrouve maintenant parfois avec des interviewés qui sont aussi les commanditaires de nos recherches. Et dans ce sens-là, la recherche en anthropologie, pour moi, se rapproche beaucoup de recherche qui se fait dans d'autres domaines, en pharmaceutique, tous les domaines où la recherche est commanditée, sauf que nous, on est commandité par les gens avec qui on fait de la recherche. Alors, on est parfois dans des positions un peu délicates à cet égard. Il s'agit en fait d'une des conséquences de la reconnaissance de la pertinence de la recherche dans les milieux mêmes où elle se déroule, puisque nos recherches sont de plus en plus souvent développées conjointement avec les personnes sur qui elles portent. Tout de même, en tant qu'anthropologue, nous ne sommes pas pour autant mandataires de points de vue particuliers, à moins de le faire en tout état de cause. On peut le faire si on veut, mais pas par définition de tâche. Il nous faut donc trouver un point d'équilibre entre les enjeux chers aux uns et aux autres, et pour ce faire, la rigueur scientifique est utile dans la mesure où elle nous permet d'élargir les perspectives tout en contextualisant les particularités. Peser le pour et le contre d'un changement qui profitera à certains, mais pas à tous et à toutes, dans une localité donnée, est un exercice délicat. Les participants, bien au fait des tenants et aboutissants d'un projet de recherche, nous interpellent régulièrement sur la représentation de leurs propos et de leur positionnement clairement énoncés en cours de route, mais pas toujours au premier plan dans les résultats obtenus et publiés dans nos revues académiques. Pour illustrer, je vais vous donner deux exemples de situations qui se sont produites pendant que je faisais une ethnographie de la communication, un mot que j'ai de la difficulté à dire de toute évidence aujourd'hui, à bord des navires de la marine canadienne. Oh, que 2 minutes. C'est bien, j'en parlerai donc très brièvement. À mon grand étonnement, à bord des navires de la marine canadienne, plusieurs des marins me parlaient de leurs uniformes. Comme j'étais là, clairement annoncé, pour travailler sur les dynamiques langagières, l'alternance entre le français et l'anglais à bord d'un navire de la marine canadienne, j'étais toujours très étonnée que, entre autres, les jeunes marins viennent m'expliquer que s'ils avaient un uniforme supplémentaire, il y aurait des conséquences pour l'ensemble de l'équipage parce qu'ils pourraient faire seulement une brassée de lavage par semaine plutôt que 2 et que ça aurait des conséquences sur la consommation d'eau du navire et que l'hygiène en général serait améliorée. Les quelques femmes à bord, elles, me parlaient du fait que les soutiens-gorge sportifs n'étaient pas considérés comme faisant partie de l'équipement
Et j'ai mené cette étude à une époque où les vêtements sportifs, là, ce n'était pas du tout du même style que de nos jours. Il y a 15 ans, rappelez-vous, mesdames, de quoi avait l'air un soutien-gorge sportif. Et ces femmes à bord de la Marine canadienne me disaient haut et fort qu'il n'y a pas une femme qui se respecte qui allait porter ça, sinon pour travailler. Donc, elles faisaient du lobby pour obtenir que ces éléments-là soient considérés comme faisant partie de leur équipement. Moi, je me voyais mal parler de guenilles et de chiffons avec le commandant du navire et de me faire la porte-parole, surtout que ça cadrait mal dans mes recherches. Par contre, il y avait d'autres marins qui me parlaient du fait qu'ils me reprenaient quand je prenais des photos, comme quoi il fallait que j'élimine certaines photos que j'avais prises parce qu'il y avait des éléments d'information secrètes qui se trouvaient apparaître sur mes photos. Moi, ayant reçu un ordre du commandant de prendre des photos, je me retrouvais prise entre des marins qui me disaient « cessez de prendre des photos » et le commandant qui me disait « vous devez prendre des photos ». Alors, dans ce cas-là, c'était beaucoup plus proche de mes éléments de recherche parce que ça m'a permis de mieux comprendre qu'est-ce qui constitue une information secrète pour les gens avec qui je travaille. Et j'ai réussi à trouver une façon de prendre des photos qui ne mettaient pas en jeu la participation des marins avec qui je travaillais. Alors, oui, je conclus. Il me reste un paragraphe. Est-ce que vous me laissez dire? Alors, l'indépendance intellectuelle m'apparaît comme un outil indispensable à la conduite responsable de la recherche. L'autonomie du ou de la chercheur permet certes d'exprimer un désaccord sans compromettre les relations interpersonnelles qui nous permettent de développer des perspectives mieux ancrées dans la réalité telle que vécue par les gens qui contribuent à l'avancement des connaissances. Mais l'autonomie requiert surtout de se positionner par rapport à une problématique de recherche, au-delà des intérêts à court ou moyen terme parfois défendus dans le cadre de nos projets spécifiques. À mon sens, l'autonomie en recherche est un corollaire de la contribution accrue des populations visées par la recherche. Maintenir des relations de recherche productives constitue un atout, mais demeure un défi. Dans le contexte actuel, nous devons démontrer que nos recherches sont pertinentes pour les participants pour qu'elles aient lieu. Cela exige de tenir compte de leurs intérêts dans la démarche, tout en préservant la marge de manœuvre nécessaire pour comprendre les enjeux, sans pour autant les endosser inconditionnellement. Donc, l'époque où on débarquait dans les communautés sans s'annoncer est presque révolue. En tout cas, pour nous, elle l'est. Mais il a fallu qu'on travaille fort pour arriver à trouver un terrain d'entente. Moi, je pense qu'il faut qu'on continue à travailler en collaboration pour que les fruits qu'on a réussi à récolter de la collaboration avec les communautés, qu'on puisse continuer dans ces directions-là. Merci beaucoup. Antoine Hamelin-Verret. Merci. Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là. Et puis, merci à tous ceux et celles qui ont participé à l'organisation de cette école printanière. Avant de me lancer, je voudrais juste faire deux petites précisions suite à la belle présentation que m'a faite Thierry Giasson. Petit détail, mon nom n'est pas Hamelin-Verret, mais Verret-Hamelin. Et puis aussi, je ne suis pas en co-tutelle avec l'Université catholique de Louvain. J'ai simplement fait un séjour de recherche là-bas. Alors, comme on est filmé, je vais mettre les points sur les i. Alors, moi, je crois être peut-être le mouton noir de ce panel, puisque je suis le seul ici à ne pas être professeur, mais plutôt étudiant-chercheur. Alors, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion d'aborder un sujet peut-être un peu délicat, peut-être même un peu tabou, qui est celui de l'indépendance intellectuelle de l'étudiant-chercheur vis-à-vis de son directeur ou de sa directrice de recherche. Alors, moi, je suis doctorant en philosophie. Comme je l'ai expliqué, c'est peut-être un enjeu plus présent en philo, mais bon, pas seulement. Alors, ce qu'il faut dire d'emblée, c'est que la relation entre un étudiant-chercheur et son directeur est une relation tout à fait particulière. Parce que, surtout au troisième cycle, parce que ce qu'on demande à un doctorant ou à une doctorante, c'est de faire une contribution originale au domaine, d'apporter quelque chose de nouveau dans la discipline. Et donc, cette contribution originale doit être celle de l'étudiant ou de l'étudiante. Mais en même temps, comme le chercheur est en quelque sorte un chercheur junior, un chercheur débutant, il a besoin d'encadrement. Il n'a peut-être pas tous les outils pour mener à terme une recherche, disons, de manière optimale. Alors, un directeur qui a un certain doigté, qui est fin pédagogue, va réussir à tirer son doctorant vers le haut, mais sans, en quelque sorte, étouffer sa créativité, sans lui imposer un peu trop de choses. Alors, cette relation est en quelque sorte coincée entre deux risques. Risque éthique, j'aimerais dire. Le risque d'un encadrement peut-être un peu trop serré et le risque d'un encadrement peut-être un peu trop souple.
Alors, c'est un enjeu probablement présent dans toutes les disciplines. En ce qui concerne, par exemple, certains choix méthodologiques ou le choix d'un cadre interprétatif. Mais il me semble que c'est un enjeu plus saillant, comme je le disais, plus prégnant en philosophie, pour une raison toute simple. La philosophie est une discipline qui repose, depuis Socrate, sur une culture très adversative. On progresse en philosophie par la contestation, par l'examen d'objections, par la mise à l'épreuve d'arguments, d'intuitions, d'idées, etc. Et cette mise à l'épreuve, ça fait notamment partie des tâches du directeur de recherche. Son rôle, c'est notamment de mettre à l'épreuve les intuitions ou les thèses avancées par le doctorant ou la doctorante ou l'étudiant à la maîtrise. Mais évidemment, pour l'étudiant-chercheur, cette mise à l'épreuve peut être assez éprouvante, peut-être un peu intimidante aussi, parce que la personne qu'il a devant lui, c'est une personne plus expérimentée, une personne qui a une certaine autorité, etc. Alors, le risque, c'est de voir l'étudiant-chercheur s'écraser dans une certaine mesure, c'est-à-dire abandonner certaines intuitions ou laisser de côté certaines avenues qu'il aurait aimé explorer. J'évoquais Socrate à l'instant, j'aimerais y revenir. Ça me fait penser en fait à la situation où Socrate, dans les dialogues platoniciens, fait beaucoup de zèle à essayer de réfuter son interlocuteur, présente mille et une objections, et finalement voit son interlocuteur se taire. Et je crois que c'est un des effets, disons, un peu regrettables de cette dynamique de contestation, c'est qu'en certains points de vue finissent par ne plus être entendus. C'est vraiment cocasse, en fait, dans les dialogues platoniciens, souvent, les interlocuteurs de Socrate, quand ils sont réfutés, finissent par bouder. Ils ne répondent plus, ou ils répondent de manière très laconique. Mais comme je le disais, je crois que c'est un effet regrettable, puisque... maintenant, j'aimerais plutôt référer à John Stuart Mill. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais John Stuart Mill, un de ses bouquins, c'est De la liberté. Il a quelques très belles pages sur l'importance d'exprimer et d'entendre les croyances fausses, les discours faux, puisque, premièrement, ils ont peut-être un brin de vérité, mais surtout, même s'ils sont complètement faux, c'est qu'ils vont permettre de maintenir la croyance vraie vivante. C'est-à-dire qu'on ne va pas oublier pourquoi on croit ce que l'on croit. On ne va pas... Merci. Ces croyances ne vont pas devenir mortes, pour reprendre les termes de Mill. Alors, pour revenir à la situation des étudiants-chercheurs, encore une fois, ce qui est, disons, désirable pour l'étudiant-chercheur dans ses débuts dans le travail de recherche, c'est d'avoir cette marge de manœuvre, cet espace pour explorer des avenues qui sont possiblement moins prometteuses du point de vue du directeur ou de la directrice de recherche. Alors, ça me semble important, mais en même temps délicat. Alors, c'est le premier risque, le risque que la créativité des étudiants-chercheurs soit en quelque sorte freinée. Et puis, le deuxième, c'est l'inverse. C'est le risque que, disons, une trop grande liberté donnée à son étudiant-chercheur, finalement, soit synonyme de manque d'encadrement. C'est une façon un peu d'éluder ses responsabilités que de dire « Ah, moi, je laisse à mes étudiants-chercheurs, disons, je leur permets de se débrouiller par eux-mêmes. » Alors, c'est l'autre risque, d'une certaine manière. Donc, la relation d'encadrement est en quelque sorte coincée entre l'arbre et l'écorce. Comme on dit en anglais, « between a rock and a hard place ». Du côté de l'étudiant-chercheur, idéalement, il doit suivre les conseils de son directeur ou de sa directrice, suivre ses recommandations, etc., mais en même temps se faire sa propre opinion sur son propre travail de recherche. Et du côté du directeur ou de la directrice de recherche, c'est, comme je le disais, tirer son doctorant vers le haut, mais sans étouffer sa créativité. Alors, à mon avis, cette dynamique est vouée à être un peu ambivalente, mais c'est cette ambivalence que je voulais, disons, mettre en lumière aujourd'hui et que je crois que c'est important de la reconnaître. Et justement, cette ambivalence est reconnue. J'ai apporté pour l'occasion la politique d'encadrement des étudiants à la maîtrise avec mémoire et au doctorat. Et il y a une phrase que j'aimerais vous lire qui, à mon avis, résume très bien ce que je dis aujourd'hui dans ma présentation. Donc, je cite, « L'encadrement, tout en maintenant l'asymétrie de la relation étudiant-directeur de recherche, donne lieu à une collaboration qui tend à devenir de plus en plus étroite, au point d'atteindre une forme de collégialité au troisième cycle. » Donc, on parle à la fois d'une relation où on maintient la symétrie, mais où on aspire à une collégialité. Alors, c'est cette ambivalence-là que je voulais mettre en lumière aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, François Laviolette, 6 minutes. Oui, j'ai compris que tu avais dit 6 minutes. 6 minutes. Avec 2 mains bien ouvertes. 6 minutes. OK. Bon, alors, écoutez, la définition d'autonomie, de liberté de la recherche, c'est quelque chose qui a à peu près autant de définitions qu'il y a de personnes ici aujourd'hui. Donc, il faut faire un peu attention comment on la présente. Je vais commencer par un peu vous donner un parcours que moi j'ai suivi.
Donc, comme ça a été annoncé, mon doctorat, je l'ai fait en théorie des graphes. Or que maintenant, mais je suis un analyste de données. Je fais ce qu'on appelle du machine learning. Donc, j'ai fait un gros parcours très sinueux par moment. Et donc, quand j'ai fait ma thèse en théorie des graphes, j'ai pris un problème qui datait de 1938 à peu près, qui avait été énoncé à partir d'un article qui était signé, entre autres, par le mathématicien Paul Erdős. C'est un problème qui avait eu son importance à cette époque-là. Il l'avait encore un peu quand même, mais c'est un problème purement abstrait. Ça parlait de théorie des graphes infinis. C'était l'analyse des différents niveaux d'infinité on peut observer, des choses comme ça. Et ça a été un moment extraordinaire. J'ai fait énormément de découvertes à l'intérieur de ce projet-là. Ma thèse a été parmi les finalistes à Washington, des choses comme ça. Sauf que je peux dire qu'il y a peut-être 20 personnes qui ont lu mon œuvre. Et je ne peux pas dire nécessairement que ça va avoir des implications pour la communauté puis la société avant 200 ans, mettons. Donc, oui, liberté complète, mais je n'avais pas à cette époque-là la compréhension de dire, oui, mais pourquoi je fais ma recherche? C'est juste pour faire avancer la science en général ou est-ce que c'est parce que je veux amener quelque chose qui va faire en sorte que la société va se porter mieux? Dans mon cursus, tranquillement, j'ai changé de volonté de liberté absolue à une volonté de dire, bien, moi, j'ai l'intention de faire quelque chose qui va résoudre des problèmes, qui va être utile à la société. Puis donc là, qu'est-ce que ça fait? Bien, mon autonomie, ma liberté totale, bien, je suis obligé de la sacrifier. Moi, je suis un expert en données. Si je veux travailler, par exemple, en médecine personnalisée pour arriver à mieux comprendre quel traitement il faut donner à quelle personne, bien, il faut que je m'adjoigne d'autres chercheurs qui vont avoir les expertises complémentaires aux miennes. On va faire cette équipe de travail-là. Mais là, on travaille dans un cadre beaucoup plus restreint. Ensuite, on arrive avec le besoin de financement, mais c'est sûr qu'à ce moment-là, on est obligé à chaque moment de restreindre un peu notre pureté à la style tour d'ivoire, si vous voulez. Donc, moi, c'est vraiment cette expérience-là que j'ai réalisée. Puis donc, quand on parle de l'autonomie, oui, mais. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose sur laquelle je voudrais peut-être m'étendre, je pense que je n'ai pas encore vu le 2, c'est la problématique particulière avec laquelle je travaille. Donc, je travaille en situation big data, quoique c'est un mot un peu galvaudé. Donc, la notion de données est très importante pour moi. Et donc, c'est là-dedans que j'ai mon expertise. Mais là, à ce moment-là, toujours en lien avec qu'est-ce qu'on fait avec quoi, bien, moi, je peux faire des choses qui pourraient être très compromettantes pour la confidentialité des personnes. Un des derniers résultats qu'on a fait, on a réussi à démontrer que certains traitements, en fonction donc essentiellement du code génétique de la personne, puis également de à quel point ces gènes sont exprimés, etc., je suis capable de prédire à 92% à peu près si une personne qui est atteinte d'un cancer du sein va réagir à tel traitement ou ne réagira pas à tel traitement. C'est extrêmement important de savoir ces choses-là, mais pour ça, j'ai besoin d'avoir des informations extrêmement sensibles chez la personne. Quand je travaille avec les bactéries, j'ai pas de problème, mais quand on commence à travailler avec les êtres humains, c'est quelque chose qui est compliqué, puis c'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir. Donc, l'approche type Big Data nous donne la capacité de comprendre non pas un échantillon d'une population, mais la population. On est capable de suivre chaque individu individuellement. Mais en même temps, ça nous donne un conflit en disant, ben oui, mais on peut dire des choses qui peuvent être un peu, disons, sensibles sur les gens, mais si on ne le fait pas, on se coupe d'une potentialité incroyable. De pouvoir prédire que tel traitement est préférable à telle personne, ça lui fait sauver 6 mois de traitement inutile. On a des projets, même chose pour les gens qui ont l'arthrite, des choses comme ça. Si on est capable de faire ce genre de choses-là, c'est très important. Mais oui, mais en échange, par exemple, ça cause problème. C'est toute cette dynamique-là, je pense, qui existait avant, mais qui se fait catalyser par la nouvelle approche Big Data. C'est un peu la raison, je pense, pour laquelle vous m'avez invité aujourd'hui. C'est pour que je puisse vous expliquer la chose. Est-ce que j'ai... Il reste 38 secondes, merci beaucoup.
Alors, Diane Pape, on vous écoute. Merci. En fait, moi, j'ai été très, très surprise d'avoir la demande de la part de Lise de venir vous parler aujourd'hui. En fait, je me suis dit, qu'est-ce que je vais dire? Je n'ai rien à dire. Bon, en début de carrière, comme ça, j'ai fait mes devoirs, comme peut-être certains d'entre vous l'ont fait. Je suis allée sur la nouvelle plateforme, le portail, écouter les vidéos, bon, tout ça. Puis, il y a toute une liste de caractéristiques, de compétences du chercheur qui intègre en recherche, bon, rigoureux, fiable, respectueux, transparent, indépendamment. Il y a toutes des belles caractéristiques qu'on veut tous atteindre, en fait, en termes d'idéal. Mais je me disais, mais c'est mou un peu, hein? Tu sais, dans l'idée de, comme infirmière, c'est une déformation. Qu'est-ce que tu veux? Comment je vais remplir l'attente? Mais en fait, pour moi, il y avait une ambiguïté là, en fait, parce que ça parle à tout le monde, mais à personne en même temps, qui dit « non, moi, je ne suis pas du tout rigoureux. » En recherche, ça ne fait pas beaucoup de sens. Et pourquoi ça me touchait particulièrement, ça me questionnait, mais moi, je suis en début de carrière. Je ne me suis pas encore débarrassée de mon sentiment d'imposteur. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des trucs. Moi, ça fait presque 3 ans maintenant, j'y arrive pas. J'ai souvent l'impression, bon, parce qu'on a plein de choses à faire, une multitâche, là, que je tourne les coins ronds en termes d'encadrement. Est-ce que je suis trop lousse? Est-ce que, bon, je tourne les coins ronds? C'est difficile d'être partout à la fois. Ou en tout cas, j'apprends ça. Et aussi que c'est dans les premières fois que je fais faire des choses aux gens, des choses que je pourrais faire moi-même et que j'ai pas le temps de faire. Donc, je demande aux autres de le faire pour moi et j'apprends, en fait, cette division de mes doigts, de mes tentacules avec mes différents étudiants auxiliaires. Fait que cette intégrité-là, comment je peux la contrôler, mais c'est quelque chose que aussi j'apprends. Donc, comment rester intègre, comment l'être. Et pourquoi je suis préoccupée particulièrement sur ce comment, c'est que, comme je disais d'entrée de jeu, je suis arrivée dans une situation, je suis contente d'avoir eu la présentation de Jennifer parce que je me suis rendu compte que dans mon projet de doctorat, j'ai été au cœur de plusieurs loyautés. Dans une organisation, je faisais une étude de cas où j'avais en fait à étudier une approche de soins qui était en fait, qui est devenue un peu, malgré elle, je pense, comme une philosophie d'organisation pour certains ou une philosophie pour un groupe. Certaines personnes voyaient ça comme même une philosophie de vie. C'est devenu vraiment là, quelque chose qui parlait à beaucoup de gens. Donc, dans cette organisation-là, moi, j'avais l'objectif d'aller étudier comment ça s'était approprié, comment ça avait évolué avec le temps, tout ça. Donc, certains étaient excessivement indifférents, certains le défendaient, le corps et âme, alors que d'autres critiquaient fortement. Donc, ça laissait personne... En fait, certains indifférents, mais la plupart pas très indifférents. Et justement, dans ce souci-là d'originalité, j'ai dit, moi, mes collaborateurs étaient beaucoup, connotés, en fait, étaient très favorables. Je me suis dit, OK, moi, je vais me distancier, me distinguer. Je vais aller étudier, tu sais, vraiment de manière neutre, qu'est-ce que les gens pensent de l'autre côté. Tu sais, un peu le sentiment de se distinguer. Là, j'ai découvert, en fait, que ça touchait beaucoup des enjeux organisationnels, des enjeux de groupe, d'identité, qui, en fait, moi, j'avais l'impression de rendre quelque chose accessible, de faire valoir une réalité qui était peu connue, ou en tout cas qu'on ne mettait pas beaucoup de l'avant, mais qui, en fait, pouvait avoir des risques ou des conséquences d'un point de vue éthique. Merci. C'est-à-dire que le groupe qui essayait, en fait, de faire valoir une position, une position ou un message, mais en fait, se considérait, en fait, un peu victime dans l'organisation. Donc, vous voyez, en fait, il y avait des enjeux qui me dépassaient totalement, que je n'avais pas saisi au départ. Donc, dans ce contexte-là, le fait d'amener des résultats comme ça, comment ça peut être dérangeant, m'ont fait vraiment beaucoup questionner, en fait, la notion de biais. Est-ce qu'on a introduit un biais? Est-ce qu'il y a de la notion de biais favorable? Là, vraiment, il y a des éléments que vous avez parlé qui étaient très intéressants. Ou en fait, qui détermine la valeur d'une recherche et le caractère éthique d'une recherche? C'est-à-dire, est-ce que c'est une recherche qui plaît?
Est-ce que c'est une recherche qui favorise un groupe? Est-ce que le processus par les pairs est pas déjà pipé? Moi, je me questionne. En fait, vous avez évoqué clairement que cette liberté-là est presque impossible. Je pensais à Latour aussi, qui fait, en termes de dimension de la recherche, là, un petit bouquin très intéressant pour qui le contenu est juste une des 5 dimensions de la recherche et même, en fait, tributaire de l'ensemble des autres dimensions. Donc, le contenu en soi n'est pas si déterminant. Et en ce sens-là, bien, comme jeune chercheur, comment on peut se démener dans cette dynamique-là, en fait, dans ce contexte-là, et aussi avec nos nouvelles responsabilités comme collègues. Aussi, il y a l'idée là, de l'intégrité, mais aussi une chose que j'aimerais peut-être amener, ou en tout cas qui me préoccupe, cette solidarité-là avec les autres chercheurs, avec les autres profs. Dans un contexte, par exemple, d'étudiants, des comités de thèse, où la thèse c'est moins... le processus s'est moins bien passé dans un contexte, oui, je termine, un contexte soit culturel ou académique qui est différent, puis qu'on s'entend, en fait, à dire, bien, on va peut-être abaisser les standards ou on va peut-être prendre en considération tel aspect. Ce qui fait qu'on est un peu amené à être solidaire de notre groupe ou des choix, finalement, qu'on a fait organisationnellement, d'admettre certains étudiants ou de s'intéresser à des sujets plus que d'autres. Donc, toutes sortes de pressions, toutes sortes d'allégeances et toutes sortes de beaux défis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien, je vais peut-être vous permettre de réagir. Diane, je vais vous appeler par vos prénoms. De toute façon. Alors, Diane a un peu interpellé Michel, trouvait des connivences dans les propos d'Yvon aussi. Je ne sais pas si entre vous, vous voulez peut-être réagir tout de suite à ce que vous venez d'entendre. Est-ce qu'il y a dans les présentations de vos collègues quelque chose qui vous a interpellé d'emblée? Puis ensuite, j'ouvrirai peut-être aux gens qui sont ici et qui nous écoutent. Mais si je peux, oui, moi je dirais à Diane que j'ai eu un doyen très rapidement en carrière qui m'a dit tu sais, on fait du mieux qu'on peut et on essaie de durer. Alors, ça m'a beaucoup libérée. À ce jour, je lui rends hommage à chaque fois que je peux en public. On fait du mieux qu'on peut et durer. C'est vraiment durer dans le système qui je pense, qui est important. Puis sinon, je suis un petit peu... je suis désolée pour mes collègues qui se sentent en sacrifice, qui sont obligés de sacrifier leur liberté et qui sont... Ben, en tout cas, j'ai entendu le mot sacrifice, je l'ai écrit quand je l'ai entendu. Et j'espère que vous y trouverez quand même toujours votre compte parce que je pense que c'est important qu'on soit aussi toujours... inspiré par la recherche, là, puis qu'on soit toujours... j'espère que vous y laissez pas plus que ce qui vous a permis de durer aussi dans ce système-là. Fait que je suis un petit peu interpellée par le fait qu'on parle que certains d'entre nous ont déjà eu une très grande liberté, puis que là, on aurait plus de liberté, ou moins de liberté que ce qu'on a eu dans nos choix de recherche. Je pense qu'on les fait peut-être différemment, mais je ne suis pas certaine qu'on est contraint sur les sujets qu'on peut faire. Il faut qu'on soit très créatif pour les faire, mais je ne suis pas sûre qu'on est contraint. Bien, parlons juste de la transdisciplinarité. Ce n'est pas quelque chose qui est très sacrificiel. Oui, j'espère. Bien, t'es amené à parler à des gens qui ne parlent pas ta langue. OK? Tu es amené à comprendre leur point de vue, leur façon de fonctionner, puis dans un objectif d'arriver ensemble à faire un projet porteur. Et donc, moi, si je veux avoir ma plus grande liberté, je vais continuer à faire mes petits algorithmes chez moi, dans mon département, et puis je vais publier uniquement dans les domaines qui sont exactement les miens, etc. Là, ce que j'essaie de faire, c'est autre chose. Surtout depuis le Centre de recherche en données massives. C'est un catalyseur pour la transdisciplinarité, pour aider justement à mettre ensemble des gens qui ont travaillé chacun dans leur petit tour, là. Et donc, c'est super intéressant. C'est quelque chose qui va apporter énormément si j'arrive à mettre ma vision fonctionnelle. Mais en même temps, c'est une forme de perte de mon autonomie totale.
je vais faire des algorithmes pour aider la personne qui a de la difficulté, par exemple, avec son problème à lui. Je ne vais pas faire des algorithmes juste parce que moi, je m'intéresse à tel aspect au niveau théorique, etc. Puis donc, il y a un compromis à aller faire. Puis ce compromis-là, et à chaque fois, il faut s'asseoir puis dire, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Mais juste avant de vous donner la parole, Yvon, cette idée de se lancer dans la transdisciplinarité, cette idée d'engager une réflexion dans la mise en place d'un centre universitaire qui est censé interpeller toutes les disciplines, c'est aussi l'expression de l'indépendance universitaire, de l'indépendance de ton indépendance à toi, de te dire, c'est un projet que j'ai envie de mener, que je pense qu'il devrait être mené. C'est une espèce de catalyseur de la liberté universitaire. Oui, c'est pour ça que j'avais commencé mon intervention en disant qu'il y a autant de définitions de ce que c'est que l'indépendance, mais il y a quand même avec chaque choix, il y a des conséquences avec ce qu'on fait. Puis moi, je le vois, c'est que je sens que je peux être beaucoup plus capable de faire lever des projets qui sont, en bout de ligne, extrêmement intéressants, beaucoup plus que si je reste uniquement dans mon domaine à moi, avec mon petit CRSNG à la découverte, si vous voulez, des choses comme ça. Il y a des projets extrêmement porteurs que je peux aider à mettre en place, à favoriser. Je peux participer à ce genre de projet-là. Mais quand je suis en train de faire ça, j'accepte de jouer à l'extérieur de ma zone de confort, si vous voulez, à l'extérieur de ma façon que moi, je crois que la recherche devrait être menée. Parce que il y a un processus d'adaptation qui vient avec ça. Puis on est obligé donc de composer avec les autres. C'est dans ce sens-là que je dis qu'il y a une perte de l'autonomie. C'est que si on est tout seul, on fait ce qu'on veut, mais si on est en groupe, bien là, il faut travailler en groupe et donc faire les compromis que ça représente. Mais j'avoue qu'il peut y avoir d'autres définitions de la perte d'autonomie. C'est celle que moi, je vous avais proposée là, ici. Là. C'est un peu, on vit dans une société, donc dans une société, on fait des compromis pour vivre ensemble en harmonie. Et un peu de recherche, c'est un peu la même chose. Lorsqu'on laisse tomber une idée qu'on avait personnellement au départ pour faire de la recherche plus pertinente, on n'a pas perdu l'autonomie complètement, on a seulement dévié un peu pour s'ajuster à la société. Je pense pas, moi, je ne considère pas que ce que je fais au début de ma carrière, j'ai cessé parce que je me suis rendu compte que ça ne donnait absolument rien, que ce soit mon cerveau personnel. Mais j'ai fait d'autres sujets de projet de recherche qui m'intéressaient beaucoup aussi. J'ai fait d'autres libertés intellectuelles, mais plus pratiques, plus pertinentes. L'idée on se rapproche peut-être un peu de ça, de la recherche appliquée, hein, qui est au service d'un besoin particulier, j'allais dire d'une commande particulière, puis la recherche plus fondamentale, qui est davantage mue par le chercheur dans son espace de recherche à lui, et plus par des préoccupations qui sont liées aux siennes, à celles qui sont les siennes. Est-ce qu'il n'y a pas là une tension aussi entre le type de recherche que l'on va faire et puis le niveau d'indépendance intellectuelle ou académique ou universitaire qu'un chercheur peut engager? J'ai l'impression que c'est un peu ça, quand vous nous parlez d'une recherche pertinente, puis vous nous parlez quand même de recherches qui sont financées par des organismes externes, des pharma, tout ça. Est-ce qu'elle est là, la tension, un peu? Non, je ne fais pas de distinction fondamentale à appliquer. Je pense que les fondamentalistes ont aussi des rôles à jouer dans une société qui doit être pertinente, même si c'est fondamental. Si c'est une fondamentale, par exemple, si quelqu'un fait une demande de subvention de l'IRSC pour savoir pour quelle raison les changes ont plus de poids que les humains, puis ça demande 8 millions pour faire ça, je ne suis pas sûr que la société va devoir être payée. Mais les fondamentalistes ont aussi les mêmes contraintes de l'argent payeur que nous, les cliniciens. Je ne suis pas prêt à faire une distinction entre les deux. Puis il faut faire attention. Quand je parlais de la médecine personnalisée, c'est de la recherche fondamentale. C'est quelque chose de complètement nouveau, ça. D'être capable d'utiliser donc la connaissance génomique, protéomique et métabolomique de la personne pour être capable de pouvoir prédire d'avance si la personne va réagir ou non à un traitement. C'était, il y a 5 ans, de la science-fiction complète, là. Donc, je ne dirais pas que c'est de la recherche appliquée. C'est appliqué dans le sens que c'est quelque chose qui essaie de régler un problème important qu'on a dans notre société, qui sont les maladies dégénératives surtout, puis les cancers.
Mais donc, oui, il y a l'idée de recherche appliquée, si vous dites dans le sens qu'il y a une finalité à cette recherche-là, pour que ça serve à quelque chose de concret. On peut voir ça comme la recherche appliquée, mais je trouve que c'est réducteur de parler d'appliqué fondamental. Si je peux me permettre aussi de rebondir là-dessus, on parle des projets qui sont peut-être plus pertinents que d'autres, et ça affecte aussi, encore une fois, les étudiants-chercheurs, parce que souvent, les projets les plus porteurs et qui ont peut-être les applications pratiques les plus visibles ont de plus gros financements. Et ce qu'on voit beaucoup aussi, c'est des sources de financement, des bourses qui sont attribuées à des étudiants-chercheurs pour faire un doctorat sur telle question. Et ça, c'est ce qui est un peu... en tout cas, ce qui m'inquiète un peu, c'est que l'étudiant-chercheur est dans une situation extrêmement précaire. Alors, il a très peu le pouvoir de dire non. Autrement dit, il ne va pas se permettre, même si c'est un sujet qui l'intéresse seulement à moitié, il ne va pas se permettre de ne pas appliquer à cette bourse-là, parce que c'est en quelque sorte l'Eldorado pendant 4 ans, avoir une source de revenus fiable pendant 4 ans, c'est vraiment quelque chose qui est précieux. Alors, moi, c'est cette petite inquiétude que j'ai par rapport aux étudiants-chercheurs, encore une fois. Oui, je suis d'accord avec toi que ça peut être un problème. Il faut faire attention, puis ça, c'est un peu le devoir des chercheurs, en fait, de bien gérer cette chose-là. Moi, je suis un peu chanceux. La science des données, c'est la science pour laquelle il y a le plus court intervalle entre la découverte théorique puis l'application en industrie. Google en est un exemple. Google, je les rencontre à chaque fois que je vais en conférence. Ils sont assis au premier rang puis ils écoutent tout ce qui se fait puis tout ce qui se dit. Donc ça, moi, je suis un petit peu chanceux dans cette direction-là, mais je pense que c'est une contrainte qui est assez grave, effectivement. Il faut faire attention. Moi, quand les étudiants vont faire des stages en entreprise, l'objectif que j'ai pour eux, c'est qu'ils peuvent utiliser ce qu'ils ont développé en recherche dans leur maîtrise, puis l'appliquer sur des vraies données, entre guillemets, là. C'est-à-dire les données qui sont propriétaires d'une entreprise. Donc, ils essaient de tester jusqu'à quel point leurs algorithmes tiennent la route, si tu veux, ou à quel point ils sont capables de les adapter à ce genre de situation-là. Mais ce n'est pas le cas de la majorité, effectivement. Là, il y a des situations plus difficiles. Puis il y a l'autre situation que je trouve difficile, qui est la suite de ce que tu viens de dire. Pour l'étudiant gradué, une fois qu'il a fini, qu'est-ce qui se passe? Et ça, je pense qu'on ne fait pas assez attention à ce qui va arriver une fois que l'étudiant nous quitte. C'est pas juste l'Université Laval, là, c'est l'ensemble de toutes les universités, mais je pense qu'il y a un travail de réflexion à faire de ce côté-là. À la FSG, il y a déjà eu un petit début, la faculté de sciences et génie, désolé, il y a déjà un petit début de réflexion dans cette situation-là. Encore une fois, moi, je parle la bouche pleine, mes étudiants finissent et gagnent 2 fois mon salaire, fait que... ils n'ont pas vraiment de problème, mais c'est un problème qui est généralisé sur lequel, je pense, il faut qu'on fasse une... Et puis ça, c'est encore une fois, c'est la fameuse autonomie, l'autonomie de faire de la recherche dans une certaine direction, parce que c'est ça que veut faire le directeur de recherche, mais une fois que l'étudiant a fini son doctorat, qu'est-ce qu'il fait? Moi, je suis pour qu'on fasse attention puis qu'on restreigne un peu notre autonomie pour tenir compte volontairement de différentes contraintes, dont celle-là. C'est un choix personnel. Est-ce qu'on veut rester très puriste, indépendant intellectuel, ou est-ce qu'on veut accepter, par exemple, des étudiants gradués qui ont fini un PhD, il y en a un qui a travaillé dans une industrie pharmaceutique directement. Bien, il a perdu complètement l'indépendance intellectuelle. Il fait maintenant ce qu'on lui dit de faire. Et ça, c'est un choix qu'il a fait plutôt que de... Évidemment, il y a une question de salaire là-dedans. Il y a 2 beaux salaires, comme tu dis, de nous que j'ai moins de temps. Mais c'est partie de son choix. Et ça, je ne peux rien contre lui, mais c'est certain qu'il est conscient de soi-même, qu'il y a des pertes intellectuelles, mais l'avantage était là, donc il a fait le choix. Puis, il y a un étudiant qui me demande une bourse. Si la bourse, vraiment, c'est un sujet qui ne t'intéresse pas du tout, bien, si tu la prends, tu es perdant, évidemment. Si c'est moitié-moitié, tu as un compromis, d'essayer, autant prends pas. C'est ton choix. Ça, c'est ta liberté, c'est choisir. Puis, dans le cas des bourses, le travail du directeur est important. C'est-à-dire que les fameuses bourses, mais là, ils n'existent plus sous cette forme-là, mais il y a eu un temps, on parlait des bourses BMP, les bourses de maîtrise professionnelle, qui se faisaient moitié du temps en entreprise, puis moitié du temps ailleurs. Là, ça a été plus ou moins remplacé par ce qu'on appelle des stages mi-tax ou des choses comme ça. Mais ça, je pense que le directeur de recherche doit se battre de façon systématique pour s'assurer que ce que fait l'étudiant, ce n'est pas du travail
cheap labor, désolé pour l'anglicisme, en entreprise, mais bien qu'il va en entreprise pour développer davantage son programme de recherche. Et ça, c'est des choses qui sont des réalités relativement nouvelles parce que ce sont des façons nouvelles, c'est des vecteurs nouveaux. Les bourses MITAC, ça n'existait pas quand moi j'ai commencé à travailler. Et puis, on doit apprendre à bien les utiliser. C'est un bon levier, c'est quelque chose qui permet de faire une plus-value pour la formation de l'étudiant, mais il faut faire attention. Je vais me tourner vers vous. Alors, madame, vous voulez poser une question? Question, concernant, c'est ça, les étudiants chercheurs. Si je vois, mettons, par exemple, que les psychologues sont obligés de faire un doctorat. Par exemple, on ne peut pas porter l'étude, on est obligé de faire un doctorat. Récemment aussi, les résidents en médecine sont obligés de faire la recherche, soi-disant pour essayer de les inciter à en faire. Et moi, je me disais, ça vaut quoi, ça, cette recherche-là, quand justement l'étudiant va être comme un peu obligé de... En tout cas... Les obligations d'entrée des corporations professionnelles aussi. Donc, c'est pas nécessairement tout le monde qui veut faire de la recherche ou entrer en recherche. Pour le bien de l'enregistrement, je vais répéter votre question parce que semble-t-il qu'il y a des gens, pas tout le monde qui veut être filmé. Donc, la question serait, en fait, de savoir si... les barrières, ce n'est pas des barrières à l'entrée, mais les principes d'accès aux professions, aux corporations professionnelles, qui forcent, par exemple, des étudiants à faire des doctorats, donc à s'inscrire dans une démarche de recherche pour accéder à un titre professionnel, ou les exigences de recherche qui sont liées à certaines filières médicales pour pouvoir accéder à des titres de profession. Si ça ne vient pas aussi corrompre d'une certaine façon ou limiter la liberté académique, la liberté intellectuelle de jeunes chercheurs en devenir, et si ce ne sont pas en fait là, des problèmes auxquels sont confrontés les étudiants qui se dirigent vers des formations scientifiques plus professionnelles. Mais la recherche, c'est une formation en soi. Et si quelqu'un n'est pas intéressé à devenir chercheur comme tel, de faire un peu de recherche, c'est une formation de démarche scientifique qui peut l'aider éventuellement à la lecture des articles qui sont publiés. Et donc, c'est une formation, d'après moi, qui est aussi essentielle que d'avoir pas de formation. Il faut le prendre comme tel. Ça fait partie de la profession que tu as choisie, c'est ça. La qualité des projets. Ben là, je ne sais pas. Là. Je ne vais pas passer là-dessus. À mon avis, il y a un problème là. Mais ça apporte quoi, finalement, quand on est obligé de faire ça, qu'on le fait parce qu'on est obligé? Puis... Michel? Peut-être que je vais avoir l'air ringarde, là, mais peut-être que c'est pour ça qu'il faut préserver l'évaluation par les pairs. Peut-être que c'est pour ça qu'il faut malgré les pressions qu'on reçoit ces temps-ci pour qu'on publie vite les résultats, les articles, les livres et qu'on tourne les coins ronds sur l'évaluation par les pairs. Je pense qu'on devrait, haut et fort, revendiquer que ça sert à quelque chose, pas seulement ralentir les processus, mais ça permet aussi justement d'avoir des discussions sur la qualité de la recherche qui est faite de part et d'autre. Ensuite, il faut faire attention. Je ne suis pas expert, mais je pense qu'en psychologie, vous avez la possibilité de faire un doctorat vraiment en recherche, mais un doctorat clinique aussi, là, ce qui donne quand même 2 voies. Puis je vais ajouter aussi ce qui a été dit avant. Qui a fait une maîtrise le sait. Il y a quelque chose qui a changé dans notre façon d'organiser notre pensée, qui vient du fait qu'on a réfléchi sur un problème. Ça transcende le problème lui-même, là. Même chose pour le doctorat. Alors, donc, il faut faire attention. Le bac vous transforme dans le sens qu'il vous donne vous imprime du domaine dans lequel vous êtes. Puis après ça, la maîtrise vous donne, enfin, c'est ma vision des choses, vous donne une perspective, une capacité, donc, d'analyse, de pouvoir solutionner des problèmes, des choses comme ça, qui est importante. Puis je pense qu'à la base, c'était l'idée pour imposer le doctorat en psychologie. Il y a eu d'autres raisons aussi, si je me souviens bien, c'était pour avoir le même nombre d'années qu'aux États-Unis ou des choses comme ça, là, mais...
Si je peux ajouter quelque chose aussi, cette idée que certains doctorats sont obligatoires, moi, à la faculté de philosophie, en fait, il y a un programme de mentorat pour mettre en jumelage, en fait, des étudiants-chercheurs qui sont bien avancés dans leur doctorat et des étudiants qui finissent leur bac ou commencent leur maîtrise ou commencent leur doc, donc qui sont plutôt au début de leur recherche. Et je crois que dans les cas où le doctorat est obligatoire, j'ai l'impression que ce genre de programme-là serait vraiment important et serait vraiment utile. Mais pour l'instant, en tout cas, en philosophie, c'est un programme, ce type de mentorat est encore, disons, un peu sur le neutre. C'est une ressource qui n'est pas encore déployée. J'ai monsieur à l'arrière. Question, Joko. Merci Antoine pour ta communication. Je suis en philosophie, donc je me sens directement interpellé. Mais ma question pour les besoins de l'enregistrement, c'est est-ce que finalement, quand tu parles de plan de collaboration, est-ce que finalement le plan de collaboration, oui, je l'ai lu, mais est-ce qu'il n'est pas d'une certaine manière condamné à être un peu à la carte, c'est-à-dire un peu dans une espèce de créativité collaborative entre finalement l'étudiant et le professeur, et c'est aussi à ce niveau où se jouent plusieurs choses, parce que je comprends très bien le cri, on a un peu abordé ça d'une certaine manière tout à l'heure, mais mon directeur, je peux le dire, c'est lui déjà, mais moi j'ai un type de personnalité, j'aime quand on me laisse travailler seul, c'est-à-dire je n'aime pas le contrôle. Et Luc est très à l'aise avec. Mais au début, il m'a dit, Christian, est-ce que tu voudrais plus une approche contrôlante et autres? Non, j'ai dit, Luc, je travaille, puis je te propose quelque chose, tu lis, et puis voilà. Donc, je me demandais, est-ce que ce n'est pas lié finalement à un type de personnalité, de parcours, de dynamique culturelle? Pour les étudiants, par exemple, qui viennent du Cameroun, on est dans une approche un peu française, très hiérarchique, où on rencontre difficilement le professeur. C'est Maggie Dixit, il a dit, tu fais comme ça, quand tu auras ton doctorat, tu penseras par toi-même. Tu arrives ici, le professeur te dit, hey, tu es étudiant gradué, tu me tutoies déjà, ça change beaucoup. Et puis tu es obligé de faire quasiment ce transfert-là, cette dynamique-là qui doit... Donc je me demandais finalement, est-ce que c'est pas condamné? Je prenais des exemples un peu larges pour pouvoir expliquer pourquoi je dis ça. Est-ce qu'on n'est pas condamné à être dans une approche plus ou moins de créativité collaborative? Et la dernière chose, je vais m'arrêter là rapidement, c'est quand tu parles d'adversatif, j'aime bien le propos, mais je me demande, est-ce que finalement, comme disait quelqu'un, les mots sont des pistolets chargés d'une certaine manière. Est-ce que le mot déjà ne semble pas biaiser l'approche qu'on peut avoir? Parce que, somme toute, moi, avec mon directeur ou avec les directeurs que j'ai eu souvent, je sais que j'en ai eu quelques-uns, mais dès qu'on pose déjà la question sous une forme d'adversité, parce qu'en creux, il y a quand même ça, et non plus de rupture épistémologique, par exemple, on pourrait dire Bachelard, est-ce qu'on n'est pas déjà en train de teinter négativement le rapport qui peut arriver, qui peut subsister entre nous et notre directeur? Si je peux me permettre, je vais répondre à ta deuxième remarque en premier. En fait, en ce qui concerne l'adversité, je ne crois pas qu'on doit nécessairement voir ça d'une façon négative. Ce n'est pas nécessairement un fardeau ou quelque chose qui est nuisible. Au contraire, à mon avis, c'est désirable, cette confrontation. Mais c'est sûr que ça dépend d'un directeur à l'autre. Ce que je dois dire, évidemment, c'est que chaque relation directeur-étudiant-chercheur est différente. On le mentionnait plus tôt, dans certains cas, le directeur aura un rôle quasiment psychologique de devoir accueillir son étudiant-chercheur en larmes dans son bureau, etc. Alors ça dépend énormément. Mais sinon, j'étais content que tu amènes sur la table la question du plan de collaboration, parce que finalement, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais je crois que c'est un outil extrêmement important, et entre autres pour les questions interculturelles. Et je crois que le principal avantage du plan de collaboration, l'idée, c'est pas d'avoir un contrat formel d'une manière protocolaire avec son directeur, mais l'idée, c'est surtout d'expliciter les attentes les uns des autres, d'expliciter quels sont les devoirs, quelles sont les façons de procéder, qu'est-ce que le directeur de recherche valorise, qu'est-ce qu'il priorise. Et ça, c'est, je crois, le genre de conversation qu'il faut avoir très tôt dans son parcours avec son directeur de recherche, même si c'est très, très informel. Si je peux me permettre de rebondir un peu. Rapidement, oui. Oui, sur la question du plan de collaboration, justement, je me rappelais, il y a une association, l'Allier, dont j'ai présidé les destinées. À un moment donné, ils ont apporté ça sur la table, mais je peux vous dire, l'effet de bouclier venait des professeurs, par exemple, liberté académique. Tout le temps, on cherchait finalement cette collégialité. Il y a eu des avocats qui ont embarqué là-dedans. Donc, c'est ça que je me dis, est-ce qu'on n'est finalement pas condamné à cette collaboration? Et tu fais bien de préciser en disant, finalement, c'est un espace de discussion où on précise les attentes et puis... Oui. Moi, je voulais faire deux petites remarques. La première, c'est par rapport à ce que tu disais, Diane,
le sentiment d'imposture, quand c'est à l'excès, en fait, ça peut conduire au défaut de mandat, mais si c'est modéré, ça peut conduire à un exercice adéquat du mandat qu'on reçoit. Donc c'est un lien avec la culture de doute et de réflexion. Puis quand il n'est pas du tout existant, ça peut conduire vers l'excès de mandat ou la posture dominatrice. Donc c'est intéressant ça que tu as souligné. Donc, je suis condamnée, là. Condamnée à toujours l'avoir, le système est en train de me dire. C'est ça. Ça ne parle pas. L'autre remarque, en fait, c'est tous les panélistes sont il y a un point qui converge des propos communs, c'est que l'autonomie, la question de l'autonomie est en construction constamment. Et même il y a un théoricien de l'éthique, Thomas Nagel aussi, qui propose de ne pas isoler le chercheur, qui doit s'exposer aux influences extérieures. Et en fait, même en philo, par exemple, Épicure, Socrate et Aristote ont trois visions différentes de la philo. Épicure pense que la philo doit guérir le mal de vivre. Socrate pense que la philo construit une communauté d'amis qui vivent en bonne intelligence. Et Aristote pense que la philo, c'est être capable de comprendre les grands textes et d'en produire soi-même. Donc déjà, l'autonomie, les projets au sein des disciplines, il y a des divergences qui doivent composer en fait, constamment. C'est ça qu'on voit. Oui. Une question. Quand, M. Cormier, vous avez parlé du fait que l'indépendance intellectuelle totale est impossible parce qu'on ne peut pas laisser aux chercheurs le loisir de rechercher sur un peu n'importe quoi, sans balise, vous avez employé le mot ésotérique. Puis, en fait, je pense au fait que ce qu'on appelait autrefois ésotérique ou de la magie, on dit aujourd'hui que c'est de la science. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un danger que d'aiguiller au niveau de l'octroi de subvention, d'aiguiller les projets de recherche sur ce qui est présumément pertinent? Est-ce qu'il n'y a pas un danger qu'on passe à côté de découvertes inattendues? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a des projets de recherche qui vont être tout à fait farfelus au départ, qui vont devenir les meilleurs résultats à long terme. Mais une société qui veut des résultats, il va tomber maintenant, est pas capable de comprendre ce lien lointain. Et c'est pour ça qu'on est contraint à faire des choses que la société actuelle qui nous paye nous permet de faire. Je suis d'accord avec toi. Je ne peux pas les entendre dans la tête maintenant. Les études les plus stupides possibles imaginaires ont devenu des découvertes extraordinaires. Puis en fait, c'est le choix d'individu. C'est le choix de l'étudiant-chercheur. Puis c'est le choix du chercheur lui-même aussi. C'est-à-dire que moi, à différentes étapes de ma vie, j'ai décidé de faire certains choix pour, par exemple, m'en aller travailler davantage en transdisciplinarité. C'est le choix que j'ai fait il y a 5 ans, en disant, bien là, c'est important que je sois capable d'aller chercher la science de d'autres pour qu'on soit plus que l'ensemble des parties. C'était mon choix. J'aurais pu décider non, je continue à faire ma recherche qui allait bien à cette époque-là aussi. Il n'y avait pas de problème. Donc, en quelque part, c'est des choix qu'on prend. Et puis, je pense qu'il y a de la place pour toutes les formes de recherche. Ce qu'on disait, M. Cormier puis moi, c'est que c'est important aussi de penser à l'impact que cette recherche-là a pour le bien-être d'une société à court, moyen puis long terme. Ça n'empêche pas que la recherche purement fondamentale a son intérêt aussi. Je n'irais pas dire qu'on va mettre à la porte tous les professeurs qui ne font pas des choses qui servent à quelque chose, mais le fait d'avoir une vision qui dit « moi, j'essaie de résoudre ce problème-là », ça donne un plus à ta recherche. Oui, il faut que tu te combines avec plus de contraintes, mais en même temps, tu as un problème qui te nourrit après. Tu vois, tu essaies de résoudre quelque chose parce que tu penses que c'est important. Tu essaies des trucs, ça ne fonctionne pas, ça te nourrit pour recommencer à réfléchir, à proposer de nouvelles solutions, des choses comme ça. Donc, il y a des intérêts de se donner ce genre de contraintes-là, mais il y a moyen de continuer dans une recherche qui est purement fondamentale. Ça, j'ai aucun problème avec ça. J'en ai fait pendant 15 ans de ma vie.
Vous vouliez rajouter quelque chose, non? Bien, un petit bout, c'est que la recherche multidisciplinaire, par définition, c'est 5 chercheurs qui travaillent ensemble sur un sujet. Il ne peut pas être chacun entre eux individuellement autonome, libre. Donc, il y a un compromis qui s'en descend, et souvent, c'est un compromis intellectuel qui est très profitable pour toi-même aussi, parce que tu as d'autres interventions qui viennent là, mais il faut, à ce moment-là, s'adapter aux objectifs, à l'indépendance intellectuelle de chacun et les modifier. J'ai une question ici. Ça va être, je pense, la dernière, donc allez-y. C'est plus une remarque. J'observe depuis ce matin qu'on parle de beaucoup à terme feutré, c'est-à-dire sans vraiment le dire, de questions de rapport de pouvoir, entre le pouvoir de l'argent et la liberté qu'on peut avoir par rapport à les sources de financement, de pouvoir, donc de violence. Parce que si on fait le choix, par exemple, d'être dans un mode plus difficile, où on sait qu'on ne sera pas financé, où on sait que nos étudiants ne le seront pas non plus, et où on sait qu'ils n'auront pas de job à la fin, c'est quand même une violence qu'on se fait. C'est une violence qui est une violence collective parce qu'on implique nos propres étudiants dans le lot. Donc il me semble que les choix qu'on fait en tant qu'individu sont aussi des choix qui sont déterminés par des critères qui sont externes à notre propre bonne volonté, même si les sujets de recherche sont parfaitement pertinents et intéressants. Il me semble qu'un troisième mot-clé en lien avec ça, avec pouvoir, violence, c'est le mot-clé arrogance, et j'aimerais le dire assez fortement, l'arrogance du présent. C'est-à-dire l'arrogance de dire ce qui est bon pour la société contemporaine, ce qui est bon en termes de recherche, et ce qui est bon comme application. C'est-à-dire voir la science et limiter la vision de la science et de la recherche, a fortiori de la recherche, à la question de à quoi ça sert pour l'être humain, pour la santé, pour l'environnement. Ça me semble assez limitatif, ou en tout cas c'est une vision à court terme de ce qui peut être de l'ordre d'une implication plus large et plus générale. C'est pour ça que, vous l'avez bien dit, vous l'avez souligné, la recherche fondamentale, non, il ne faut pas laisser ça de côté, mais après c'est la question qui finance la recherche fondamentale et quelle place on lui accorde, est-ce qu'on la dévalorise, est-ce qu'on la déprécie, est-ce qu'on la survalorise, qu'est-ce qu'on en fait. Et je ferai juste un parallèle pour terminer avec les arts, en fait, le milieu artistique, où il y a aussi des difficultés en termes de financement, donc de violence, donc d'arrogance aussi, qu'est-ce qui va servir, qu'est-ce qui va être rentable. Il me semble que c'est aussi utile, l'art, la littérature et la pensée, c'est aussi utile, je le vois à la fréquentation des musées, à l'efflorescence des festivals de cinéma, festivals de littérature, la création de la maison de la littérature à Québec, la présence, j'étais il y a quelques semaines en France, la présence massive de personnes dans des grottes qui datent d'il y a 30 000 ans, 30-35 000 ans, puis là il y a des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui passent dans ces grottes de façon hebdomadaire. Qu'est-ce qu'elles vont y chercher? Qu'est-ce qu'elles ont besoin peut-être de dépassement? Donc je ne limiterai pas l'applicabilité ou l'utilitarisme ou l'utilisabilité d'une perspective scientifique au court terme, disons, à quelque chose de purement matériel. C'était une remarque, je réagis comme ça un peu émotivement. Bien, moi, je suis d'accord, en fait, avec ce que tu viens de dire. C'est le fun parce que tu mets l'emphase sur cette chose-là. Mon message à moi, c'était, si on veut s'en aller à essayer de résoudre des problèmes pour la société, on a plusieurs leviers qui s'ajoutent. Et on a une vision plus claire aussi de ce qu'on voudrait faire. Et qu'en contrepartie, on perd une partie de notre indépendance. Parce qu'il faut qu'on travaille avec plein d'autres personnes à l'intérieur de plein de contraintes. Mais ça n'empêche pas qu'il existe aussi cette possibilité-là de faire de la recherche plus fondamentale, plus dans un contexte où tu te fais violence, comme tu dis, parce que tu vas probablement avoir plus de problèmes à te financer. Puis ça ne va pas en s'améliorant depuis, grosso modo, les années Harper. On a difficilement... C'est plus difficile d'aller chercher du financement pour la recherche fondamentale. Je pense que dans les années à venir, ça va changer. Normalement, l'approche du gouvernement, des gouvernements libéraux dans les derniers 30 ans ont été différents des approches des gouvernements de Stephen Harper et conservateurs et compagnie. Mais il reste que ça restera toujours un problème. Puis ça reste aussi un problème pour les étudiants gradués que tu vas encadrer.
Parce que moi, bon, j'ai fait ma thèse en mathématiques fondamentales, mathématiques pures, puis j'avais beaucoup de mes collègues qui graduaient puis qui s'en allaient dans des jobs qui n'avaient absolument rien à voir avec ce sur quoi ils avaient travaillé. C'est à tenir compte aussi, ça, parce que l'université a un devoir de formation. Fait que, tu sais, des étudiants qui font avec un doctorat en mathématiques, à l'époque, quand je suis sorti, il n'y en avait plus de job en mathématiques. C'était fini. Puis d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai changé pour l'informatique, parce que même si j'avais eu une thèse primée, il y avait 3 emplois par année à travers le Canada dans mon domaine. Fait que, donc ça, c'est un danger à tenir compte aussi. Puis si on est capable de comprendre exactement pourquoi on a pris ces décisions-là, puis qu'on est d'accord avec ça, puis qu'on en parle avec nos étudiants gradués, puis tout ça, moi, je suis tout à fait d'accord que tout est possible et tout est souhaitable, en fait. Et là, on parle du point de vue individuel, c'est-à-dire sur un plan collectif, voilà. Après, c'est autre chose. Oui. Là, c'est plus difficile parce que la construction de la recherche dans le monde universitaire s'est fait beaucoup, en tout cas en Amérique du Nord, beaucoup centré sur le chercheur principal. Et ça commence en ce moment d'avoir des équipes transdisciplinaires, multidisciplinaires, comme je te dis. Là. Eh bien, je remercie nos panélistes et je